Je suis entré dans la salle de réunion, m'attendant à une mise au point de routine. Peut-être un bilan trimestriel ou une discussion sur un remaniement. Quelque chose d'agaçant, mais supportable. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le silence. Le genre de silence qui s'installe lourdement dans les coins, épais comme un brouillard. Les stores étaient baissés, la climatisation ronronnait trop fort. Et ils étaient là, Harper et Briggs, assis comme s'ils s'apprêtaient à lire un verdict, sans discuter. Harper ne me regardait pas comme une épouse devrait le faire, ni même comme une collègue. Son regard me dépassait, m'entourait, partout sauf dans ma direction. Ses lèvres étaient pincées, ses mains jointes avec précision sur une chemise couleur crème devant elle. Cette chemise m'en disait plus que son expression. À côté d'elle, Briggs, notre nouvelle chef de service, avait cette raideur nerveuse que l'on éprouve quand on sait qu'on est impliqué dans quelque chose de répugnant, mais qu'on essaie de sentir bon. Je me suis assise lentement, les paumes posées sur la table, faisant semblant de ne pas remarquer la chemise. Alors, j'ai dit, la voix posée, de quoi s'agit-il? Briggs s'est éclairci la gorge, a tâtonné avec un stylo, puis s'est tourné vers Harper. Bien sûr qu'il le ferait. La voix d'Harper était emplie de cette neutralité RH mesurée que je l'avais entendue utiliser avec d'autres. Jamais avec moi jusqu'à présent. Vos rapports de performance présentent des incohérences. Vos chiffres déclarés ne correspondent pas à nos systèmes de suivi interne, a-t-elle dit en me faisant glisser le dossier. Il y a des preuves suggérant que vous avez falsifié les résultats des ventes. J'ai regardé les papiers comme si je ne savais pas déjà ce qu'ils étaient. Des documents de licenciement soigneusement préparés. 2 signatures déjà là, la sienne et celle de Briggs. Il ne manquait plus que la mienne. Signez ceci et partez tranquillement, a-t-elle ajouté, sans prendre la peine de faire semblant que ce n'était pas déjà fait. Je n'ai pas touché au dossier. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste regardé. Ma femme. Celle qui s'endormait sur mon épaule pendant les marathons Netflix. La femme qui disait autrefois admirer mon travail acharné, ma rigueur et ma fiabilité. La femme qui portait désormais sa trahison comme un parfum de marque. Cher, calculé et destiné à paraître. Vous êtes sérieux, dis-je à voix basse. Ni colère, ni désespoir, juste ce calme que j'avais appris à conserver dès qu'une tempête se préparait. Briggs prit enfin la parole. Nous en avons longuement discuté, et compte tenu des responsabilités potentielles, il est préférable pour tout le monde que nous résolvions cette affaire rapidement. Vite, répétai-je. Est-ce le mot préféré de l'entreprise ce trimestre? Harper haussa légèrement les épaules. Ce n'est pas personnel. C'est une question de procédure. Nous ne voulons pas que la situation s'envenime. Je sentais une vive torsion derrière mes côtes. Ni douleur, ni trahison. C'était de la lucidité. Le genre de lucidité qui arrive trop tard pour arrêter un coup, mais suffisamment tôt pour décider comment riposter. Mes doigts avancèrent lentement, plongeant la main dans ma poche. Ils se tendirent légèrement, hésitant à m'arrêter. Briggs semblait visiblement mal à l'aise. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table, écran vers le haut. Je l'ai déverrouillé avec mon pouce et j'ai fait glisser mon doigt jusqu'à un dossier intitulé Q35. Il contenait des centaines de sous-dossiers, des noms, des dates, des captures d'écran. J'ai vu Harper regarder l'écran, et c'est là que je l'ai vu. Son expression, si soigneusement composée, s'est légèrement fracturée. J'ai souri. Avant de signer quoi que ce soit, j'ai dit doucement, vous allez vouloir voir ce que j'ai noté. Voyez-vous, 6 ans dans cette entreprise m'ont beaucoup appris. Mais mon père m'a appris plus encore. Il a perdu son entreprise parce que quelqu'un a falsifié ses comptes. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai ouvert le premier dossier. À l'intérieur se trouvaient des emails horodatés, des journaux CRM côte à côte et des enregistrements d'écran montrant des entrées en temps réel de mon ordinateur portable. Des entrées qui correspondaient à mes rapports, mais pas aux versions modifiées dont il m'accusait. J'avais tout. Harper s'est penchée en arrière, sa main tirant instinctivement le dossier plus près comme si elle pouvait s'en protéger. Briggs se pencha en avant, plissant les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça, dis-je en tapotant l'écran, ce sont les données de performance originales, sauvegardées sur 2 serveurs cloud, protégés par mot de passe, horodatés et, surtout, intacts. Contrairement à vos archives internes, Briggs avait l'air d'avoir avalé du verre. Harper essayait de trouver une expression qui lui donnait un air inquiet, mais pas coupable. Elle échoua. J'ai aussi des courriers de clients,
des dizaines, me remerciant directement d'avoir conclu des contrats que, d'après vos chiffres révisés, je n'avais jamais touchés. C'est marrant comme ça. Harper prit enfin la parole, la voix moins calme qu'avant. Cela ne change rien au fait que des divergences existent. Non, intervins-je en me penchant en avant, la voix toujours posée. Ça les prouve, mais pas comme vous l'espériez. Je me tournai vers les briques. Vous êtes nouveau, alors peut-être qu'on vous a fourni de mauvaises données. Ou peut-être n'êtes-vous qu'une marionnette de Harper. Quoi qu'il en soit, je vous suggère de ne plus rien signer à son nom avant d'avoir examiné la question. Le regard d'Harper était perçant. Plus de voix RH, juste de la colère. Marcus, tu rends les choses plus difficiles que nécessaires. J'ai pris les papiers de licenciement, j'ai regardé la ligne de signature, puis je les ai pliés soigneusement et remis dans le dossier. Tu as raison. Simplifions les choses. Mettons les choses en conformité. Je suis sûr que Kendra Reyes adorerait y jeter un œil. Ou préférerais-tu Gordon du service juridique? La chaise de briques grinça tandis qu'il se tortillait, mal à l'aise. Ce ne sera pas nécessaire, marmonna-t-il, mais ses yeux s'agitaient comme s'ils savaient déjà qu'ils avaient perdu le contrôle du récit. Harper se leva. Ce n'est pas fini. Je me levai aussi. Non, ça ne fait que commencer. Puis je sortis, téléphone à la main, un dossier de mensonges non ouvert sur la table, sans me retourner. Il y a une certaine acuité qui persiste après une trahison. Une sorte de tension résiduelle, comme si votre corps se préparait encore au prochain coup, même lorsque le silence retombe dans la pièce. C'est ce que j'ai ressenti en sortant de cette salle de réunion. Le cœur calme, les mains immobiles, mais quelque chose me serrait la poitrine. Parce que je savais que ce n'était pas fini. Il ne s'agissait pas que de moi. Plus maintenant. Ils ne m'ont jamais. Avait une fierté discrète à voir des employés, que je n'avais jamais rencontrés, contester des évaluations injustes avec confiance, sans crainte. Voir des équipes se rassembler autour des données et corriger ensemble ce qui n'allait pas au lieu de se pointer du doigt. C'était ça la culture. C'était ça le pouvoir. Et pourtant, malgré tout ce que j'avais contribué à reconstruire, il y avait des jours où je me tenais dans le couloir devant cette salle de réunion et je me souvenais de ce que j'avais ressenti. J'aimerais être seul dans le combat. Recevoir un mensonge enrobé de professionnalisme et être invité à co-signer ma propre démission. Ce souvenir ne m'a jamais quitté. Mais je ne le portais plus comme une blessure. Je le portais comme une boussole. À la fin de la présentation, je suis resté en retrait tandis que les autres sortaient. La salle s'est vidée, mais je suis resté là, la main posée sur le bord de la table, les yeux rivés sur l'horizon au-delà de la vitre. La ville n'avait pas changé, mais moi, si. Mon téléphone a craqué. Un message de B. Nous avons constaté un autre décalage métrique. Le système l'a signalé rapidement. Déjà résolu. J'ai souri. Le système fonctionnait. Non pas parce qu'il était impeccable, mais parce qu'il ne dépendait plus du silence. J'ai caressé du doigt le bord de la chaise où j'étais assis autrefois. Un homme accusé par la femme en qui il avait le plus confiance. La femme qui savait instrumentaliser les processus mieux que quiconque. La femme dont je n'avais pas entendu la voix depuis près de 11 mois. Harper avait disparu du secteur. Certains disaient qu'elle avait déménagé à l'autre bout du pays. D'autres qu'elle avait complètement changé de domaine. Je ne l'ai pas suivi. Je n'en avais pas besoin, car son ombre ne dictait plus ma lumière. Alors que je me retournais pour partir, une des nouvelles recrues est réapparue dans l'embrasure de la porte. Désolé, a-t-elle dit. Je voulais juste vous remercier d'avoir dit la vérité à voix haute. Je l'ai regardée, probablement âgée de 24 ans, nerveuse, pleine d'espoir. Ne me remerciez pas, ai-je dit. Ne laissez personne vous faire sentir remplaçable. Surtout pas en silence. Elle a hoché la tête et est partie. Moi aussi. Mais pas comme la dernière fois. Cette fois, je suis parti sans avoir à prouver quoi que ce soit, car la vérité avait déjà sa place à la table, et cette fois, elle ne partirait pas. Demandez comment j'avais atteint mes objectifs. Il se contentait de célébrer les résultats, de trinquer aux victoires lors des dîners trimestriels, d'envoyer des courriels de félicitations truffés de clichés d'entreprise comme « au-delà des attentes » et « meilleur performé ». Mais personne, pas une seule fois, ne m'a demandé comment j'y parvenais. Personne ne s'en souciait. Ils pensaient, comme la plupart, que ça s'estomperait,
que je finirais par m'épuiser comme les autres. Il ne comprenait pas que je venais d'une famille de documentalistes, d'autodéfense. Il masquait son assiduité. Je ne l'ai pas fait pour le crédit. Je l'ai fait parce que mon père ne l'a pas fait. Il était propriétaire d'une petite entreprise, a tenu une quincaillerie de quartier pendant plus de 20 ans, le genre d'homme qui mémorisait chaque facture, faisait trop facilement confiance aux gens et croyait que le caractère avait plus de valeur que les contrats. Un jour, un contrôle fiscal imprévu l'a englouti. Il s'est avéré qu'un ancien employé avait écrémé et falsifié des rapports de vente. Le fisc se fichait de ses accords de principe ni de la bonne volonté de sa petite ville. Il se souciait de ce qui était écrit et de ce qui manquait. J'ai vu mon père s'effondrer sous ce poids. Regardez le magasin fermé. Regardez le silence s'installer autour de notre famille comme une seconde peau. Et je me suis promis de ne plus jamais laisser la vérité entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors j'ai documenté, non pas de manière obsessionnelle, mais délibérément. Emails archivés. Capture d'écran CRM, daté, étiqueté, sauvegardé à 3 endroits. Journal d'appel, notes de réunion, même des messages Slack improvisés. Je les ai tous conservés. Chaque affaire que j'ai conclue, chaque client que j'ai conclu, je m'assurais qu'il y ait une trace. Ni par vengeance, ni pour prouver quoi que ce soit, juste pour survivre. Et pendant longtemps, tout est resté silencieux. Juste moi et mon petit système de protection discrète, jusqu'à ce que les calculs perdent leur sens. Tout a commencé modestement. Un client que je courtisais depuis 6 mois est soudainement apparu sous le portfolio d'un autre dans le bulletin d'information de l'entreprise. Mason Clark, le jeune homme prodige, jeune, élégant, connecté, le neveu du directeur des opérations. Il souriait trop. Il citait Simon Sinek comme si c'était un texte sacré. Il entrait en réunion comme si tout le monde lui devait quelque chose. Quand j'ai vu ce bulletin, j'ai repris mes notes, j'ai rejoué l'appel que j'avais eu avec ce client, j'ai remonté le fil de discussion. J'avais personnellement conclu l'affaire, et pourtant, selon le système, c'était Mason qui l'avait fait. Son nom figurait sur le rapport d'attribution finale. Au début, j'ai cru à une erreur, à un bug système. Mais cela s'est reproduit à maintes reprises. Des clients avec lesquels j'avais noué des relations au fil des années ont soudainement été réorientés, réaffectés, mal attribués. Mon ratio affaire-conclusion, qui avait toujours été supérieur à la moyenne de l'entreprise, a commencé à baisser, mais seulement sur le papier. Je n'ai pas donné l'alerte. Pas sur le moment. J'ai simplement observé en silence, comme un homme qui écoute le bruit d'une maison en pleine nuit, attendant de voir si elle se stabilise ou s'effondre. J'ai commencé à archiver 2 fois. Chaque rapport quotidien que je soumettais était copié en cache sur mon serveur personnel. Chaque compte-rendu de réunion que j'envoyais à la direction était exporté dans un PDF verrouillé, avec les métadonnées d'horodatage intactes. C'était fastidieux, obsessionnel peut-être, mais j'ai fait confiance à cette voix intérieure, celle qui m'avait permis de survivre au pire moment. Puis est arrivé le cycle des promotions. On m'avait annoncé, et formellement, bien sûr, que j'étais le favori pour le poste de directeur de la croissance stratégique. C'était ma voix. J'avais augmenté la fidélisation client de 32% par rapport à l'année précédente. J'avais intégré 2 nouveaux partenaires d'entreprise. Mon équipe avait le taux de désabonnement le plus bas de l'entreprise. À tous les égards, j'étais le choix évident. Mais l'offre n'est jamais arrivée. L'email n'est jamais arrivé. Les félicitations n'ont jamais retenti. Au lieu de cela, Mason a été promu. Directeur fraîchement nommé. L'annonce a été glissée dans le résumé hebdomadaire comme une idée de dernière minute. Je suis resté assis à mon bureau pendant 10 bonnes minutes, immobile, fixant l'écran et voyant son nom s'y trouver comme s'il était à sa place. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer une erreur. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enquêter. J'ai gardé le silence, la propreté, aucune piste d'accès suspecte, aucun signal d'alarme. J'ai examiné chaque dossier partagé, chaque journal de modification auquel j'ai pu accéder. J'ai trouvé des schémas, des entrées modifiées des semaines après leur soumission, des champs écrasés sous les identifiants d'administrateurs. Je les ai suivis. Et c'est là que j'ai découvert l'information. L'identifiant de Harper. Ma femme, ma compagne, la femme avec qui j'avais autrefois suffisamment confiance pour construire ma vie. Son nom d'utilisateur apparaissait sans cesse. Pas seulement dans mes dossiers, mais aussi dans ceux d'autres personnes, principalement des femmes de haut rang.
Leurs évaluations de performance revues à la baisse. Leurs contrats divisés ou réaffectés. Des licenciements discrets des mois plus tard. Ce n'était pas seulement du sabotage. C'était de la stratégie. Je me souviens d'être assis dans notre salon ce soir-là, la regardant rire de quelque chose sur son téléphone, son verre de vin à la main. Je l'ai étudié, non pas comme un mari, mais comme un homme essayant de résoudre une énigme qui changeait soudainement de forme. Je me demandais si elle savait que je savais. Si elle sentait le changement d'air entre nous, je ne l'ai pas confrontée sur le champ. Il y avait encore des choses à rassembler, des choses à vérifier. On ne s'engage pas dans une tempête sans savoir d'où viennent les vents. J'avais besoin d'être sûr, alors j'ai creusé plus profondément, et ce que j'ai trouvé a tout confirmé. Elle avait aidé à réaffecter des comptes, modifier des rapports internes, rédiger des courriels qui nuisaient à mon travail, des courriels que Mason avait ensuite transmis textuellement au directeur comme s'ils étaient les siens. Ces empreintes étaient partout. Alors, quand ils m'ont convoqué dans cette salle de réunion, quand Harper s'est assise en face de moi et m'a glissé ce dossier, elle ignorait totalement que j'avais déjà transformé le sol sous ses pieds en verre. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. J'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai documenté. J'ai archivé. J'ai survécu. Et maintenant, pour la première fois, j'étais prêt à passer à l'offensive. La première fois que j'ai vu son nom dans les métadonnées, je l'ai regardé fixement comme s'il n'y avait rien à faire. Comme si l'administration du siège n'était qu'une coïncidence, une simple erreur de saisie automatique dans le système. Mais il y a un profond silence qui s'installe quand quelque chose que l'on soupçonne enfin sort de l'ombre et vous regarde droit dans les yeux. Ce silence m'est apparu dès que j'ai vu les identifiants de connexion d'Harper attachés au journal d'audit de mes rapports de performance. Elle ne se contentait pas de transmettre le message. Elle réécrivait l'histoire. Les révisions n'étaient pas maladroites. C'étaient des mesures chirurgicales réduites juste assez pour susciter des questions, pas des alarmes. Le calendrier des transactions était raccourci d'une manière qui les faisait paraître prématurés ou incomplets. Les commentaires clés des clients étaient exclus des évaluations de performance. Une centaine de petites coupures de papier conçues pour me faire saigner lentement en souriant pour la photo d'équipe trimestrielle. L'objectif n'était pas de me faire prendre, mais de me faire passer pour quelqu'un qui ne valait pas la peine de prendre le risque de rester. Mais Harper n'était pas négligente. Elle était intelligente, prudente. Elle en savait assez pour accéder aux fichiers pendant les heures creuses et utiliser ses identifiants d'administrateur au lieu de ses identifiants habituels. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'était la profondeur des journaux de sauvegarde, des systèmes dupliqués avec des signatures d'horodatage individuelles impossibles à modifier sans déclencher des alertes. Elle pensait nettoyer une surface. Elle n'a jamais regardé sous le plancher. La confirmation finale m'a frappé comme un coup de poing au ventre que j'avais vu arriver trop tard pour l'esquiver. Ce n'était pas seulement mon travail qui était réaffecté. Il était remis, emballé comme un cadeau, à Mason Clark. L'ex de Mason Harper. Le chouchou au sourire narquois permanent et au népotisme ancré dans son ADN. Le même homme que j'avais surpris un jour à la regarder trop longuement pendant la fête de fin d'année, prenant cela pour une blague. Le même dont elle insistait pour dire qu'il n'était qu'un nom du passé. Maintenant, il était son projet, son mandataire, son ascension, mes victoires. Des années de confiance, de négociations, d'appels clients tard le soir, de présentations stratégiques, d'études de marché et de révisions étaient rebaptisées sous le nom de Mason. J'ai trouvé des documents internes dans lesquels Harper avait modifié les chaînes d'attribution, réétiqueté les acquisitions de clients et inséré Mason dans des journaux de suivi de clients qu'il n'avait jamais touchés. C'était clinique, coordonné, et c'était incontestablement le sien. Le matin où j'ai décidé de la confronter, je n'ai pas mangé. Je ne me suis pas habillé différemment. Je n'ai rien dit d'inhabituel en nous croisant dans le couloir du travail. Mais lorsque la réunion du conseil d'administration a commencé, celle-ci visait à finaliser un remaniement départemental. J'ai attendu que tout le monde soit installé, que le silence se transforme en attente, puis j'ai ouvert mon dossier et connecté mon ordinateur portable à l'écran. Briggs a cligné des yeux. Marcus, ce n'est pas ton compte rendu. Où il se trouve maintenant, ai-je dit. Harper était assise 2 chaises plus loin que moi. Elle s'est raidie, ses doigts s'éloignant lentement du stylet qu'elle utilisait comme une épée pendant les réunions. Je ne l'ai pas regardé. Pas encore. J'ai ouvert le premier dossier. Commençons par là, ai-je dit en faisant apparaître les journaux de performance du 2e trimestre. Voici mes entrées CRM originales,
horodatées, sauvegardées en externe, et qui correspondent aux notes d'appel en direct avec les clients répertoriés. Vous constaterez un taux de clôture de 94% sur l'ensemble du trimestre. J'ai cliqué une fois. Voici, ai-je poursuivi, les enregistrements modifiés de la base de données de l'entreprise. Notez le nouveau taux de clôture, 72%. L'écart apparaît à peu près au même moment où ces fichiers ont été modifiés. J'ai cliqué à nouveau. Les métadonnées des fichiers modifiés indiquent que l'utilisateur HQAdmin a accédé et modifié des éléments de performance à 3 reprises entre 1h12 et 3h48. Ces entrées coïncidant avec le retrait de clients clés de ma liste et leur réaffectation à un certain Mason Clark. Je me tourne alors lentement vers Harper, délibérément, elle ne m'a pas regardé dans les yeux. La question est, ai-je dit calmement, de savoir pourquoi un responsable RH avait un accès back-end aux données de performance du service, généralement réservé aux responsables directs et aux responsables analytiques, et pourquoi. En examinant 5 autres comptes, 5 appartenant à des cadres féminins et à des services stratégiques, j'ai découvert que les mêmes identifiants d'administrateurs étaient intégrés à des dossiers altérés, ce qui a entraîné des sanctions disciplinaires ou des baisses de performance. Briggs était pâle. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards. La température dans la salle avait baissé. Harper a finalement pris la parole. Marcus, ce n'est pas le bon endroit. C'est exactement le bon endroit. Je l'ai interrompu. Parce qu'il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit d'une pratique de sabotage discret et de favoritisme qui a miné l'intégrité de cette entreprise. Briggs a balbutié quelque chose à propos de suspendre la réunion, mais il était trop tard. J'avais déjà fait le lien. J'ai évoqué une chaîne de mai. Harper expliquait à Mason comment s'exprimer lors des évaluations, comment s'attribuer le mérite sans mentir directement, comment adapter son discours de leadership à son profil. Elle lui a même donné des exemples de phrases à répéter en réunion. Puis sont arrivés les dossiers de transition client. Les initiales de Harper dans les champs d'approbation, les intervalles entre mes communications avec les clients et la réaffectation officielle au portefeuille de Mason, quelques heures dans certains cas, comme si elle avait observé, attendu, planifié. L'une des membres du conseil d'administration, Evelyn Shaw, s'est penchée en avant. Est-ce vérifié? Je l'ai regardé dans les yeux. Chaque journal est référencé. J'ai conservé des sauvegardes redondantes pour chaque trimestre où j'ai travaillé ici. Chaque email, chaque note d'appel, chaque rapport. Rien n'a été modifié. Ils ont appelé Kendra Reyes du service d'éthique et Gordon Ball du service juridique. Harper essayait de garder son sang-froid, mais je le voyais. La façon dont ses lèvres se pinçaient, la façon dont ses yeux se dirigeaient vers la porte comme si elle pouvait lui offrir une échappatoire. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Parce que vous m'avez dit de signer et de partir discrètement, ai-je répondu sans embâche. Mais vous avez oublié que je suis le fils d'un homme qui a tout perdu dans le silence. Le reste de la réunion se transforma en formalité, question, confirmation, appel à preuve. Je leur ai remis les identifiants d'accès et les ai fait passer sous les verrous d'audit. Le visage d'Harper s'est figé, une expression que je n'ai pas reconnue. Ni culpabilité, ni honte, juste un calcul froid. Comme si elle travaillait déjà à sa prochaine action. Je me suis adossé à ma chaise, les mains jointes, et j'ai regardé la scène se dérouler. Calmement, la tempête avait commencé. Le silence qui a suivi n'était pas celui de la stupeur. C'était celui paralysant, celui qui a poussé chacun dans la salle à évaluer son propre risque. Je le lis sur leur visage, les membres du conseil d'administration s'agitant mal à l'aise sur leur siège, Briggs clignant des yeux comme s'il essayait de déterminer s'il était impliqué dans le scandale ou juste un simple complice. Harper fixait droit devant, mais je sentais la netteté dans son sang-froid de l'autre côté de la table. Je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà ouvert la porte et invité la vérité à entrer. Il était temps de la laisser respirer. Briggs fut le premier à vaciller. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il baissa les yeux vers le dossier devant lui, celui-là même qu'il m'avait glissé avec assurance sur la table quelques jours auparavant, contenant mes documents de licenciement. Je n'étais au courant de rien, dit-il d'une voix tendue, ses yeux se ruant de moi à Harper. On m'avait laissé croire que les divergences étaient évidentes, que les preuves avaient déjà été vérifiées. C'est sur cela que je comptais, dis-je. Ma voix basse, qu'aucun d'entre vous ne poserait de questions, que vous croyez à l'histoire parce qu'elle venait de quelqu'un qui parle un langage politique impeccable et sourit en réunion. Harper tressaillit légèrement.
Elle savait que cette phrase la concernait. Je me levai lentement, non pas par menace, ni par posture, mais parce que le moment méritait une certaine gravité. Je retournai à l'écran et cliquai sur un nouveau dossier intitulé « Analyse comparative des journaux de modification ». La diapositive qui s'afficha était un tableau à code couleur. Des dizaines d'entrées avant et après les colonnes soulignant les modifications métriques exactes apportées à mes fichiers. En rouge, les pertes en vert, là où ces mêmes gains réapparaissaient dans le dossier de Mason. Ce n'est pas un malentendu. J'ai dit qu'il s'agissait d'un transfert de mérite, d'un effort coordonné pour réécrire le succès et le réattribuer à quelqu'un de plus connecté. Je me suis tourné directement vers Brig. Vous avez dit que vous ne saviez pas, alors voici votre chance de le savoir. J'ai tapé sur le tableau, cliqué sur la ligne « Attribution du compte Kilo Reyes au deuxième trimestre ». Il a hésité, puis a cliqué. L'écran est passé à un enregistrement vidéo. Kila, l'une de nos plus anciennes responsables clientèle, expliquait à voix basse comment son évaluation trimestrielle avait été revue à la baisse de 2 points après la révision interne de Harper. Ils ont dit que mon taux de clôture n'était pas à la hauteur des attentes. Kila a déclaré dans l'enregistrement, mais j'avais tous les emails, le contrat signé. J'avais même enregistré les appels vidéo. Pourtant, ils m'ont dit que mes chiffres avaient été revérifiés. L'extrait suivant était celui d'Amita Shah, responsable de l'analyse technique. Ma promotion a été retardée pour le 3e trimestre consécutif, a-t-elle déclaré. À chaque fois, il citait des statistiques de performance, mais lorsque j'ai demandé le dossier complet, les RH ont affirmé qu'il était confidentiel. D'autres extraits ont suivi. Être de l'analyse client. Sarah de la planification patrimoniale. Julian, pas une femme, mais honnête et meurtri par le même stratagème. Je suis retourné dans la salle. Ce n'est plus moi. C'est systémique. Vous pensez que je suis la première? Je suis juste celle qui a documenté l'affaire. Harper a finalement rompu le silence. Sa voix était raide, hachée. Vous utilisez des fichiers privés. Vous divulguez des informations internes non autorisées. Je divulgue mes informations. Ai-je craqué, la voix durcissant pour la première fois. Mes dossiers, mes données, mes performances. La seule chose qui ne m'appartenait pas, c'étaient les mains qui les avaient réécrites. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle se rassit comme si l'air lui avait été aspiré. Evelyn Shaw se tenait calmement, avec précision. Il ne s'agit plus d'une évaluation interne. Je demande l'intervention immédiate des services de conformité et juridique. Nous suspendrons cette réunion jusqu'à l'arrivée des parties concernées. Brig semblait vouloir disparaître dans son costume. Ils ont d'abord convoqué Kendra Reyes, notre responsable de l'éthique, une femme connue pour sa fermeté d'acier et sa tolérance zéro pour les dissimulations. Puis est arrivé Gordon Ball, du service juridique, vif, discret, le genre d'homme qui lit le silence comme une seconde langue. Lorsqu'ils sont entrés et ont vu l'écran, les dossiers ouverts, les preuves présentées si clairement qu'elles semblaient presque répétées, j'ai vu une lueur d'espoir passer entre eux, de la compréhension, peut-être même de la reconnaissance, comme s'ils avaient déjà observé des schémas similaires, mais jamais aussi clairs, jamais aussi irréfutables. Kendra s'est tournée vers moi. Expliquez-moi tout. J'ai tout fait. Comment les chiffres ont changé, quand les rapports ont été modifiés, comment les qualifications de Harper ont été utilisées, comment le nom de Mason a continué à apparaître à des endroits où il n'avait pas sa place. Elle a écouté sans m'interrompre. Son regard ne m'a pas quitté. Puis elle s'est tournée vers Harper. Vous avez un accès back-end aux données de performance, a-t-elle demandé. Harper a hésité. J'ai des privilèges d'administrateur. Oui. Pour des raisons de conformité RH. Avez-vous modifié ou approuvé des changements au rapport de performance des employés en dehors du périmètre de votre service? J'ai agi sur les demandes, dit Harper. Demande de la direction. J'ai supposé que les données avaient été vérifiées. Kendra haussa un sourcil. Vous l'aviez supposé. La voix de Harper se brisa légèrement. J'ai fait confiance aux informations saisies et j'ai peut-être simplifié certains processus, mais ce n'était pas malveillant. Gordon s'avança, sortant un ordinateur portable fin de son sac. Nous devrons auditer chaque action effectuée sous votre accréditation au cours des 18 derniers mois. Si des journaux ont été effacés ou antidatés, nous récupérons les sauvegardes du serveur miroir. J'ai vu Harper, le souffle coupé, se serrer dans sa gorge.
Kendra se tourna de nouveau vers moi. Vous avez conservé des dossiers complets. J'ai hoché la tête. Tous les doublons sont sécurisés hors site. Ensuite, nous lançons une enquête interne officielle avec effet immédiat. Elle regarda les briques. Vous accorderez un accès complet au service juridique et éthique, et vous vous retirerez de la supervision directe de Monsieur Quinn jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Briggs hocha simplement la tête. Ils n'avaient plus rien à faire. Ils ont ajourné la réunion, mais personne ne s'est retiré. Personne n'a bougé. C'était comme si un sort avait été rompu, et tout le monde était trop abasourdi pour se lever, sauf moi. J'ai rassemblé mes affaires, fermé mon ordinateur portable et les glissé dans mon sac. Harper m'observait, son expression désormais indéchiffrable. Ni colère, ni panique, juste une étrange forme de vide, comme si elle avait enfin compris que le château de cartes qu'elle avait construit s'écroulait. Je l'ai regardé une dernière fois avant de quitter la pièce. Le pouvoir ne vous protège que jusqu'à ce que la vérité éclate, ai-je dit. En un jour, c'est arrivé. Le bureau aux parois de verre semblait plus froid que d'habitude. Non pas en température, mais en énergie. Clinique, le genre de pièce où la vérité ne se murmure plus. Elle était décortiquée. J'étais assis en face de Kendra Reyes et Gordon Ball, le dos droit, les mains posées sur un ordinateur portable fermé qui contenait la vérité qu'ils commençaient à peine à décortiquer. À l'extérieur du bureau, le brouhaha habituel des réunions stratégiques et des appels téléphoniques continuait, inconscient du lent dénouement qui se déroulait derrière cette couche de transparence. Kendra semblait n'avoir pas scié depuis une heure. Son expression n'avait pas changé depuis mon entrée, sévère, mais sans cruauté. Gordon, lui, avait les yeux rivés sur la tablette devant lui, parcourant l'index que je leur avais donné, les dossiers étiquetés, recoupés et triés avec une précision à faire pleurer de joie un expert comptable. Vous avez été méticuleux, dit finalement Gordon en tapotant l'écran. Chaque soumission, chaque interaction client, chaque modification, même les messages personnels faisant référence à des conversations professionnelles. J'ai grandi en voyant quelqu'un perdre tout parce qu'il n'en conservait pas assez. J'ai répondu que je n'allais pas refaire la même erreur. Kendra a légèrement hoché la tête. Expliquez-nous ce fichier. Celui intitulé Mason Lobset. J'ai ouvert le dossier. À l'écran, des captures d'écran côte à côte de notre CRM interne montraient les journaux d'activité des clients. À gauche, mes entrées originales datées et confirmées par des horodatages d'appels et de mails en direct. À droite, une version plus récente, modifiée des semaines plus tard, remplaçant mon nom par celui de Mason Clark. Ce qui rendait cela indéniable, c'étaient les métadonnées intégrées. Chaque modification était liée aux identifiants administratifs de Harper. Elle l'a fait des dizaines de fois, ai-je dit. Et pas seulement à mes dossiers. 5 autres employés. Certains rétrogradés, d'autres expulsés. Tous avaient un point commun, ils surpassaient les personnes que Harper voulait protéger ou promouvoir. Kendra a parcouru les données avec la précision d'un chirurgien. Vous dites qu'elle a utilisé le langage des politiques et les privilèges d'accès pour manipuler ses résultats. Elle a réécrit le discours de l'entreprise pour favoriser son cercle. J'ai dit qu'elle instrumentalisait la structure, tout ce que nous considérons comme juste. Gordon s'est légèrement penché en arrière, tapotant son stylo contre son menton, et elle a eu une relation amoureuse avec Mason Clark. Elle m'a dit que ce n'était qu'un ex, ai-je dit, mais son empreinte numérique suggère le contraire. Email personnel, réservation pour le déjeuner, message tard le soir transféré de son compte professionnel à son « Jésus », a-t-il murmuré. J'ai continué. Mason n'a pas seulement profité, il a participé. Il s'est coaché lui-même lors des évaluations de performance en utilisant les scripts qu'elle lui a fournis. Il a parodié ses phrases, adoptant même sa mise en page pour envoyer des rapports de synthèse au directeur. Et le directeur des opérations a demandé Kendra, son neveu, ai-je dit. Je ne peux pas prouver qu'il était au courant, mais l'ascension de Mason s'est accélérée après que Harper a pris la direction des RH. Avant cela, il n'était qu'un analyste intermédiaire parmi tant d'autres. Kendra s'est assise, les bras croisés. Et les images de chez vous, comment cela a-t-il pu jouer? J'ai sorti un fichier séparé, une vidéo, granuleuse, mais suffisamment claire. C'était une caméra de sécurité du couloir juste devant la porte de notre appartement. Une semaine avant l'embuscade dans la salle de réunion, Harper et moi avons eu une dispute. Pas criarde, mais intense. Elle venait de rentrer tard d'un événement de réseautage avec Mason.
je l'ai confronté non pas à propos de la liaison, pas encore, mais à propos des données manquantes, des indicateurs décalés, du sentiment que quelque chose dans notre vie commune avait commencé à pourrir de l'intérieur. Vous ne comprenez pas comment fonctionne l'entreprise, avait-elle dit froidement, comme si j'étais à mon tour naïf, encore accroché à l'idéalisme. Maintenant, avec cette vidéo après avoir marqué une pause au milieu d'une phrase, le regard de Kendra s'est éclairci. Alors, quand elle a prétendu, lors du conseil d'administration, qu'il s'agissait de représailles parce que vous vous sépariez, c'était un mensonge. J'ai répondu, nous ne nous séparions pas, elle savait juste que les murs se refermaient. Gordon fit un signe de tête vers la fenêtre où l'ombre d'une salle de conférence vacillait sur le sol poli. Elle est en réunion. Son badge est suspendu. Elle n'a accès à aucun système interne. J'ai expiré, non pas de soulagement, mais simplement pour me remettre à zéro. Et Mason, ai-je demandé. Il plie, a dit Kendra. Le service juridique a sa lettre de démission ? Avec effet immédiat. Il a proposé sa coopération en échange d'une référence neutre. J'ai failli rire. Référence neutre pour avoir volé la carrière de quelqu'un. Bienvenue dans l'Amérique des entreprises. A marmonné Gordon. J'ai secoué la tête. On ne peut pas s'arrêter à la révélation. Si on se contente de balayer l'affaire sous le tapis et de publier un communiqué de presse sur la réorganisation interne, rien ne changera. Elle se présentera dans une autre entreprise avec un nouveau badge et recommencera. Il décrochera un autre poste confortable grâce à des performances volées. Il ne s'agit pas d'une mauvaise responsable RH. Il s'agit d'une culture qui permet aux gens comme elle de s'épanouir. Kendra m'a regardé, puis Gordon, puis de nouveau moi. Quoi ? Que veux-tu, Marcus ? Demanda-t-elle doucement. Je veux des systèmes, dis-je. De véritables freins et contrepoids. Je veux un cadre qui rende ce genre de manipulation impossible, ou du moins impossible à dissimuler. Je veux que les employés sachent quand leurs données ont été touchées. Je veux un processus d'examen qui ne se cache pas derrière des écrans de fumée politique. Et je veux une transparence qui ne soit pas facultative, dit Gordon en haussant un sourcil. C'est une grande demande. Pas si tu veux que cette entreprise reste dans l'ombre, dis-je. Et pas si tu te soucies des personnes qui ont bâti sa réputation. Le silence s'installa à nouveau entre nous. Mais cette fois, ce n'était pas une hésitation. C'était un accord qui prenait forme. Kendra acquiesça finalement. Je vais rédiger une proposition, un groupe de travail interne. Tu le présideras, et les autres. J'ai demandé aux femmes dont les dossiers ont été falsifiés, elles seront convoquées, leurs témoignages seront entendus, leurs dossiers restaurés. Certaines pourraient avoir droit à une indemnisation, d'autres à une réintégration. J'ai hoché la tête. C'était un début. Alors que je me levais pour partir, la voix de Kinder m'arrêta. Une dernière chose, elle, Harper ne se laissa pas faire. Elle a déjà contacté un avocat externe. Je soutins son regard sans ciller. Laissez-la faire. J'ai plus de documents qu'elle n'a de démentis. Gordon eut un petit rire sec. Vous venez de devenir l'homme le plus dangereux de ce bâtiment. Non, j'ai dit que j'étais devenu le mieux préparé. Je sortis de la salle vitrée, longeai les mêmes couloirs qui autrefois murmuraient l'incertitude dans mon dos. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ces murmures se transformaient en questions, en vérité, en changement. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression de devoir justifier ma présence ici. Maintenant, j'étais là pour diriger. La démission de Mason est arrivée avant le lever du soleil. L'objet était aussi rigide que l'homme lui-même. Avis officiel de démission, avec effet immédiat. Aucune émotion, aucune explication, juste une pièce jointe PDF, soigneusement rédigée par son avocat comme si ce n'était qu'un contretemps dans une carrière prometteuse. J'étais déjà au bureau lorsque le message a sonné, sirotant une tasse de café amer, le regard perdu dans l'horizon qui ne savait rien et ne s'en souciait pas. Combien de réputations étaient sur le point de s'effondrer? Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai souri. Ce matin-là, tout a basculé. Le départ de Mason a frappé l'entreprise comme une démolition contrôlée. Pas de sonnette d'alarme, pas d'alarme hurlante, juste le bruit du verre et du béton se réorganisant sous la pression. Ceux-là même qui avaient autrefois applaudi son ascension fulgurante se repliaient désormais sur eux-mêmes, chuchotant des questions dans les couloirs et prétendant ne pas avoir été ceux qui se vantaient de son style de leadership innovant il y a à peine 2 semaines. Les lâches portent des montres de luxe et des costumes sur mesure.
J'ai appris qu'il ne transpire tout simplement pas en public. Il n'a même pas attendu son évaluation officielle. C'est à cette vitesse que les failles de son histoire se sont propagées. Une fois que l'audit éthique interne de Kendra a commencé à retracer les falsifications de Harper dans les dossiers de plusieurs employés, il n'a pas fallu longtemps pour que le nom de Mason surgisse comme une raclée dans les murs. Des promotions approuvées trop vite. Des bilans de performance copiés-collés. Des notes sur des contrats qu'il n'a jamais consultés. Le fil numérique qui le reliait à Harper était épais, confus et impossible à déchiffrer. Démêlé. Mais le pire, c'est que sa propre vanité l'a mené au bout. Des emails, des dizaines. Mason n'avait jamais appris l'art de la retenue. Sa boîte mail était jonchée de messages de Harper, qui le guidaient pas à pas. Je les ai tous lus. Présentez-le comme une victoire collaborative. Minimiser l'empreinte de Marcus. Utilisez des expressions comme « virage stratégique » et « consolidation d'équipe » dans votre évaluation. Ils adorent les mots à la mode. Refusez tout crédit que Marcus s'attribue. Restez assertif. Vous êtes l'avenir. Je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti quelque chose de viscéral en les lisant. De la colère, certes, mais aussi de la clarté. Cela a confirmé ce que je soupçonnais depuis le début. Ce n'était pas une erreur passive. C'était une prise de pouvoir orchestrée. Et Harper en était l'architecte. Une fois la démission de Mason annoncée, les choses ont basculé rapidement. Comme si quelqu'un avait enfin donné la permission aux gens d'arrêter de faire semblant. Julian, des ventes commerciales, m'a pris à part cet après-midi-là. Il a regardé par-dessus son épaule avant de parler, comme si les murs étaient peut-être encore à l'écoute. J'ai vu ce que vous avez fait dans cette salle de réunion. Il a dit, vous n'êtes pas le seul à. J'ai été réécrit. Il a sorti une clé USB et me l'a tendue. Les chiffres de février. Mes rapports ont été réduits à néant après un dîner avec un client, ce que Harper a qualifié d'incompatible avec l'image de l'entreprise. Elle m'a fait réécrire 3 fois. Elle a dit que ça ne démontrait pas la synergie de l'équipe. 2 mois plus tard, Mason a décroché le même client avec le même argumentaire. J'ai hoché la tête. Tu tiens tes propres dossiers. J'ai commencé à le faire après t'avoir vu te faire mettre à l'écart, a-t-il dit. Je ne pensais pas en avoir besoin. Je suppose que j'avais tort. Il n'avait pas tort. Cette semaine-là, d'autres se sont manifestés. Discrètement, prudemment, mais avec le même regard meurtri. Sarah, de la planification patrimoniale, m'a montré un fil de messages internes où Harper avait modifié son résumé du 3e trimestre, le jugeant trop autocongratulateur. B, de l'analyse client, s'est vu retirer un projet entier de son nom avant que les prix annuels de l'innovation ne soient transférés sur le tableau de bord de Mason à la dernière minute. Sa voix tremblait lorsqu'elle me l'a dit. Je pensais devenir folle, a-t-elle murmuré. Je me suis dit que je n'étais peut-être pas aussi doué que dans mes souvenirs. Cela m'a brisé quelque chose. Ils n'avaient pas seulement volé des chiffres. Ils avaient volé la confiance, la fierté, des années de travail acharné transformées en notes de bas de page sous le nom de quelqu'un d'autre, et j'avais laissé faire jusqu'à maintenant. Kendra a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'éthique ce vendredi-là. Ce n'était pas facultatif. La salle de réunion était différente cette fois-ci. Pas de renvoi silencieux, pas de sourire suffisant, juste des chaises dures, des escaliers plus durs et une longue table jonchée de reçus. Des vrais, en vidéo. Témoignages, journaux horodatés, traces de métadonnées. Nous avons passé en revue chaque incident comme des chirurgiens au bloc opératoire, méthodiquement, cliniquement, sans sourciller. Harper n'était pas là. Elle avait été suspendue, épinglant-les. Résultats finaux de l'enquête. Son accès révoqué, son bureau verrouillé. Le silence de son absence était une forme de justice. Mais son nom restait dans la pièce. Chaque fois que nous remontions un autre enregistrement manipulé jusqu'à ses identifiants, l'atmosphère devenait plus pesante. Les empreintes digitales de Mason étaient là aussi, mais Harper était le dénominateur commun. Chaque évaluation révisée, chaque démission forcée, chaque promotion manquée. Et pourtant, les gens demandaient pourquoi. Pourquoi faisait-elle ça? Je n'ai pas répondu. Pas à voix haute. Parce que la réponse se trouvait dans chaque instant qu'elle passait à polir sa perception plutôt que la vérité. À chaque dîner client auquel j'assistais seul, alors qu'elle prétendait protéger ses limites, et à chaque fois qu'elle me souriait de l'autre côté du bureau,
sachant qu'elle m'avait déjà volé quelque chose que je n'avais pas encore remarqué. La chute de Mason n'était pas une surprise. Elle était inévitable. On ne peut pas grimper haut avec des mensonges. Avant que l'air ne devienne trop rare pour respirer. Mais Harper avait construit l'échelle et maintenant elle volait en éclats sous ses pieds. J'ai quitté la réunion du conseil d'éthique avec une clé USB dans ma poche, une clé qui ne m'appartenait pas. Sarah me l'avait donnée en partant. Pour quand ils essaieront de réécrire cette partie aussi, dit-elle. J'étais assis à mon bureau, les yeux rivés sur la ville. 6 ans à être le bon soldat, le travailleur discret, l'homme qui ne demandait jamais de crédit, qui faisait juste son travail et supposait que la loyauté aurait un sens. Ce n'était pas le cas. Mais la vérité, si. Et maintenant, cette vérité roulait dans tous les couloirs du bâtiment, fissurant les surfaces polies, résonnant dans les couloirs où Harper avait l'habitude d'arpenter le menton haut. Elle nous avait tous sous-estimés. Pensait que nous étions trop dispersés, trop effrayés, trop silencieux pour parler. Elle avait tort. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une reconstruction et Mason Clark, enfant chéri, neveu, marionnette, n'était que le premier nom à tomber. 3 jours après la faillite de Mason, j'ai reçu l'appel, pas des briques. Il était déjà à mi-chemin de la porte. Son nom avait discrètement été effacé de notre organigramme interne. Pas du service juridique non plus. Cela venait d'en haut. L'Altran, notre PDG, un homme que j'avais vu de loin un nombre incalculable de fois, dont les emails étaient toujours rédigés comme des scripts de conférences TED et dont la présence était aussi soigneusement organisée que nos rapports trimestriels. Marcus, m'a-t-il dit au téléphone, il faut qu'on se parle. Dernier étage, 10 heures. Pas de préambule, pas d'explication, juste ça. J'ai pris l'ascenseur en silence, regardant les chiffres défiler vers un étage que je n'avais visité que lors des bals d'entreprise ou des retraites de vision obligatoires. Aujourd'hui, il n'y avait pas de « ou de derve », juste de la tension et une décision à prendre. La suite exécutive était en vert et en chrome, tout en clin d'œil, conçue pour que vous vous sentiez à la fois important et observé. L'assistant de elle a à peine levé les yeux avant de me faire signe d'entrée. Il s'est levé à mon entrée. Grand, posé, tout de noir vêtu, comme s'il avait été taillé dans un seul morceau de stratégie. « Asseyez-vous » a-t-il dit en désignant le fauteuil en cuir. En face de lui. « Tu as eu une sacrée semaine. » Je n'ai pas répondu. Je suis resté assise. Il a croisé les mains, index croisé. J'ai examiné les conclusions. Conformité, éthique, juridique. Chaque service a confirmé ce que tu as révélé. C'est accablant et embarrassant. J'ai hoché la tête. C'est aussi la vérité. Oui, a-t-il dit. Et maintenant, il faut s'en occuper. Il s'est légèrement penché en avant, sa voix descendant vers quelque chose de plus grave, plus personnel. Tu as bâti le succès de ta division. Tu as fait gagner des millions à cette entreprise. Et tu as tout étayé par des preuves, pas par ton ego. C'est plus important que tu ne le penses. Il a glissé un dossier sur le bureau. Je n'y ai pas encore touché. Je veux que tu reviennes pleinement. Pas seulement comme chef d'équipe. Je veux que tu supervises les systèmes qui t'ont laissé tomber. Je te propose le poste de directeur exécutif de l'intégrité et de l'analyse. J'ai regardé le dossier, le cœur calme, les pensées à plein volume. C'était un niveau au-dessus de celui où Mason était autorisé à s'asseoir. 2 en dessous, tandis que lui-même, un bureau d'angle, un contrôle total sur les systèmes de données, une supervision interservice, pas une promotion, une invitation à réécrire les règles. Il y a plus, ajouta-t-il. Vous présideriez un nouveau groupe de travail interne sur la responsabilité. Plus de comité d'évaluation exclusivement RH. Plus de modifications en coulisses. Vous définiriez le cadre, les garanties, les canaux de signalement. Et que se passerait-il si je trouvais d'autres Harper ? Demandai-je. Ensuite, vous les dénonceriez, dit-il. Comme vous venez de le faire. J'ai finalement ouvert le dossier. L'offre était généreuse. Un arriéré de salaire sur 6 trimestres. Le rétablissement complet de mon dossier de performance et des attributions d'actions liées à des critères éthiques. C'était plus qu'une offre de paix. C'était une réparation. Mais je n'avais pas terminé. J'ai levé les yeux. Il y a 6 noms, dis-je. 6 personnes qui ont été manipulées, mises à l'écart ou écartées.
Leurs numéros ont été modifiés, leurs carrières ont déraillé. Certains sont partis, d'autres sont toujours là. Je n'accepterai pas cela tant qu'ils ne seront pas intégrés au groupe, eux aussi. Il hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à ce que nous devions vérifier chaque cas. Mais oui, si les preuves sont avérées, ils se verront offrir leur propre forme de justice, quelle qu'elle soit. Réintégration, règlement à l'amiable, excuse. Et il ne s'agit pas seulement de penser de vieilles blessures. J'ai dit qu'il s'agissait d'en prévenir de nouvelles. Nous avons besoin de rapports de transparence, de critères de promotion publique, d'un suivi des indicateurs en temps réel avec des pistes d'audit. Nous devons nous assurer que personne d'autre ne disparaisse sur le papier simplement parce qu'une personne au pouvoir veut le faire disparaître. Il a souri légèrement. Vous avez déjà construit la moitié du système. Il suffit de vous en donner les clés. C'est à ce moment-là que je me suis laissé aller. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je savais enfin que la donne était en train de changer. Elle s'est levée et m'a tendu la main. Je ne l'ai pas serrée. Au lieu de cela, je l'ai regardée dans les yeux. Ne m'offrez pas le pouvoir juste parce que ça fait bien dans un communiqué de presse. Offrez-le parce que vous voulez changer cet endroit. Parce que si je découvre que ce n'est qu'un moyen de faire taire le bruit, j'en ferai plus. Son sourire est resté intact. C'est exactement pour ça que je vous veux dans ce fauteuil. Je suis sorti de ce bureau non pas avec arrogance, non pas avec triomphe, mais avec le poids des responsabilités, des noms murmurés. Dans les couloirs, l'espoir discret que j'avais lu dans les yeux de Julian, le sourire nerveux de Sarah, les mains tremblantes de Béa. Je ne montais pas à une échelle. Je portais quelque chose. Je suis retourné à mon étage et me suis dirigé vers la petite salle de réunion où j'avais convenu de retrouver les autres. Ils étaient déjà là, Sarah B, Julian et 2 autres personnes qui s'étaient manifestées depuis la démission de Mason. La pièce était silencieuse jusqu'à ce que j'entre. Ils vous ont proposé quelque chose, a-t-il dit. Ils m'ont proposé le contrôle, ai-je répondu. Et j'ai dit que je n'accepterais pas si vous n'étiez pas tous inclus. Sarah s'est rassise sur sa chaise. Et maintenant ? Maintenant, ai-je dit, nous construisons un système qui ne peut pas être réécrit dans notre dos. Un système où personne ne peut entrer au RH et vous effacer comme si vous n'aviez jamais compté. Julian a poussé un soupir. Il était temps. Nous avons passé les 2 heures suivantes à dessiner les grandes lignes sur un tableau blanc. Pistes d'audit, système d'alerte, critères d'évaluation clairs, journaux de sauvegarde protégés, canaux anonymes pour signaler les anomalies. C'était étrange de construire quelque chose qui ne nous défende pas. Mais pour éviter tout besoin de défense. Et tandis que le marqueur grinçait sur le tableau, je l'ai ressenti pour la première fois depuis des mois. Ni vengeance, ni validation, juste une clarification. Il ne s'agissait plus de punir Harper. Il s'agissait de rendre son genre insignifiant. Le lendemain matin, j'ai accepté l'offre, mais j'en ai d'abord réécrit les termes. Le changement quand il est enfin arrivé. Je n'ai pas eu l'impression d'un coup de tonnerre. C'était comme recabler un bâtiment alors que des gens y vivaient encore. Discrètement mais délibérément. Lentement mais durablement. Le premier jour de retour, je ne suis pas retourné à mon ancien étage. Je suis allé directement à l'aile technique et données. 2 étages plus haut, près de l'arrière du bâtiment, où les ingénieurs travaillaient sous les lumières fluorescentes vacillantes et le faible bourdonnement des serveurs surchargés. C'était là que résidait le véritable cœur de l'entreprise et c'est là que nous allions la reconstruire. Nous sommes repartis de zéro. Fini les rapports de boîte noire. Fini les évaluations de performance en boucle fermée. J'ai constitué une équipe restreinte, stratégique et suffisamment marquée pour s'en soucier. Sarah, qui avait vécu la réduction de ses effectifs d'un quart. Après le trimestre. Julian, qui a failli démissionner après que son plus gros client a été confié à quelqu'un d'autre. B, dont la promotion avait été effacée comme une faute de frappe. Et 3 autres. De nouvelles voix, des esprits vifs, tous fatigués des murmures à huis clos. Notre mandat était une transparence claire, pas une simple formule à la mode, une transparence réelle, pénible et non négociable. Nous avons mis en place un suivi des performances en temps réel avec des journaux d'audit immuables. Toute modification d'un indicateur, d'une affaire conclue, d'une réaffectation de clients, d'une augmentation des heures, créait automatiquement un enregistrement horodaté et envoyait une notification à l'employé et à son responsable. Impossible de dissimuler la situation si tout le monde voyait la réduction se produire en temps réel.
Nous avons ajouté des protocoles de double vérification. Aucun administrateur, pas même un RH, ne pouvait modifier seul les données de performance. Il fallait désormais l'approbation d'un chef de service et d'un responsable de la conformité. Chaque modification était verrouillée, chaque raison documentée. Mais le changement le plus important était l'évaluation trimestrielle de la transparence des performances. Chaque trimestre, les employés recevaient un rapport complet de leurs données, indiquant leur origine, les personnes y ayant accès, les modifications et les raisons. Ils pouvaient signaler toute anomalie. D'un simple clic. Si le système indiquait une performance inférieure aux objectifs, il saurait pourquoi et qui y avait eu accès. Je me souviens encore de la réaction de Béa après le premier pilote. C'est ce qu'on est censé ressentir, a-t-elle dit. Se voir, sans filtre, sans correction. J'ai hoché la tête. C'est le socle sur lequel nous nous appuyons désormais. Personne ne peut nous l'enlever. Nous avons également créé un canal éthique anonyme, crypté, hébergé en interne, complètement déconnecté des lignes hiérarchiques directes. Les employés pouvaient soumettre des préoccupations, signaler des manipulations ou signaler des représailles sans jamais révéler leur identité. Ce n'était pas parfait, mais c'était le genre de système que les gens ne prenaient le risque d'utiliser que lorsqu'ils étaient enfin convaincus d'être écoutés. Le plus gros obstacle n'était pas de concevoir le système, mais de convaincre les gens qu'ils pouvaient lui faire confiance. Après des années de silence, de correction et d'effacement, les gens ne se sont pas réveillés du jour au lendemain convaincus de la responsabilité. Ils avaient besoin de preuves. Ils avaient besoin de voir le système faire ce qu'il prétendait pouvoir faire. Nous l'avons donc rendu public. Chaque trimestre, nous publions un rapport d'impact éthique à l'échelle de l'entreprise. Des données réelles. Sur le nombre d'anomalies détectées, celles qui ont été résolues et les mesures prises. Pas de nom, juste des faits. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, la vérité avait une table des matières. Cela rendait les gens nerveux, mais les incitait à l'honnêteté. Harper, bien sûr, était déjà parti. Son licenciement avait été finalisé après la clôture de l'enquête. Violation du règlement, manquement à l'obligation fiduciaire, manipulation délibérée des données. Ils l'ont dépouillé de ses actions, ont révoqué ses références et ont fermé tous les points d'accès. La pièce d'où elle régnait autrefois n'était plus qu'un simple bureau propre près de l'enclos des RH. Je n'y suis jamais allé. Son nom s'est vite effacé, non pas par oubli, mais parce que ce que nous construisions est devenu plus bruyant que ce qu'elle détruisait. Brigg, quant à lui, a été discrètement renvoyé, transféré, en langage d'entreprise, à un rôle de conseiller stratégique sans subordonné direct, avec un contrôle trimestriel et aucune réservation. Aux dernières nouvelles, il travaillait à distance depuis le Vermont. Parfaitement approprié, se cachant dans un endroit froid et calme. Et puis est arrivé le message vocal. Il était tard. J'étais seul au bureau. Nous terminions la rédaction de notre rapport d'impact du 3e trimestre lorsque la notification est apparue. Numéro inconnu, message d'1 minute. Sa voix était prudente mais posée. Marcus, j'ai entendu parler des systèmes que tu mets en place, des rapports, du groupe de travail, de tout. Je sais que tu penses que je suis là pour te faire du mal, et c'est peut-être vrai. Sur le moment, je me suis justifié. Je me suis dit que c'était stratégique, commercial, mais je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Je ne pensais pas que tu reviendrais comme ça. Elle marqua une pause. Un long silence. Je ne t'ai jamais détesté. Tu le sais, n'est-ce pas? Fin du message. Je ne l'ai pas sauvegardé. Je n'en avais pas besoin, car l'amour et la loyauté ont autrefois transformé la tige en une arme méconnaissable, et aucune excuse, aussi fragile soit-elle, ne pouvait effacer la rouille qu'elle avait laissée derrière elle. Le lendemain, nous avons finalisé le déploiement complet des systèmes. Nous avons formé tous les managers, organisé des réunions publiques, créé des guides internes avec des présentations vidéo. Nous n'avons pas seulement changé la façon dont les chiffres étaient suivis. Nous avons changé la façon dont les gens percevaient la responsabilité. Les gens ont commencé à se poser des questions différentes. Pas comment faire ça? Ça a l'air mieux, mais comment faire pour que ça se réalise? Il y avait quelque chose de presque magnifique là-dedans. Voir les mêmes salles où l'on murmurait autrefois du favoritisme résonner maintenant de stratégie, de véritable collaboration et de respect mutuel. Les masques tombaient, les jeux de performance s'estompaient, et il ne restait plus que le travail. Un travail honnête, traçable et équitable.
Nous n'étions toujours pas parfaits. Il y avait des résistances, des pépins, des zones d'ombre. Mais quand les chiffres de quelqu'un baissaient, on savait pourquoi. Et quand la victoire de quelqu'un était réattribuée, le système l'a détectée avant qu'elle ne se propage. Quelques personnes sont parties. Celles qui prospéraient sous les anciennes méthodes. Celles qui se sentaient considérées par la politique, et non par le mérite. Elles ne pouvaient pas s'adapter. Et c'était normal. La porte s'est refermée doucement derrière elles. Nous n'avions pas besoin de perfection. Nous avions besoin d'intégrité. Un après-midi, en examinant un enregistrement signalé, je me suis surpris à marquer une pause au milieu d'une frappe. L'alerte n'était pas grave. Une entrée mal attribuée à un analyste junior en stratégie de patrimoine. Mais j'ai souri, car il y a 3 mois, elle serait passée inaperçue. Il y a 6 mois, elle aurait été armée. Mais le système l'a détectée et corrigée. Non pas parce que j'ai appuyé sur un bouton, mais parce que les gens croyaient aux règles que nous avions enfin rendues visibles. Le système n'était pas simplement reconstruit. Il était vivant. Et pour la première fois depuis des années, moi aussi. 2 mois après le lancement du nouveau système, je suis entré au bureau et j'ai trouvé une épaisse enveloppe blanche sur mon bureau. Pas d'étiquette de messagerie interne, juste mon nom imprimé clairement sur le devant et la police Sarah. Le genre réservé aux tribunaux et aux menaces discrètes. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je savais ce que c'était. Le genre de choses qu'on ressent avant même de lire. Harper avait franchi une nouvelle étape. À l'intérieur, une mise en demeure de poursuite, licenciement abusif, diffamation, représailles. Elle poursuivait l'entreprise et moi personnellement. J'ai lu chaque ligne comme si j'analysais une énigme que j'avais déjà résolue. Sa plainte affirmait qu'elle avait été injustement ciblée en raison d'une rupture de mariage et que l'entreprise avait agi avec une intention malveillante sous l'influence indue d'un conjoint mécontent. Elle prétendait qu'elle était considérée comme un bouc émissaire, l'audit était biaisé et le système avait été instrumentalisé contre elle. Mon nom apparaissait 9 fois dans le document. Marcus Quinn a intentionnellement manipulé l'opinion publique pour orchestrer ma chute professionnelle et ma perte de réputation. Cela aurait presque été drôle si ce n'était pas aussi délibéré. Harper, reine des agendas édulcorés et des manipulations en coulisses, se présente désormais comme une victime de la même machine qu'elle dirigeait autrefois avec des mains manucurées. J'ai remis l'enveloppe à Gordon Ball, notre conseiller juridique, sans un mot. Il a parcouru les premières pages et a murmuré, prévisible. Elle ne cherche pas à gagner, ai-je dit. Elle essaie de brouiller les pistes. Faire croire que la vérité est floue. Elle ne sait pas ce que vous avez documenté, a répondu Gordon en tapotant le dossier que je lui avais remis des semaines auparavant. L'affaire sera classée sans suite avant même d'arriver au tribunal. Et c'était le cas. 2 semaines plus tard, le juge a rejeté l'affaire pour partialité, invoquant un manque de preuves, des contradictions dans les affirmations et une documentation accablante sur notre l'équipe juridique de Gordon n'a même pas eu besoin d'utiliser tous les dossiers, juste les journaux d'audit, la trace des politiques et les modifications horodatées. Cela a suffi à démolir toute sa plainte comme une maison construite sur du sable. Mais Harper n'a pas fait marche arrière. Elle a accordé une interview exclusive à un média en ligne spécialisé qui se présentait comme une plateforme disruptive. Le genre de site qui prospère grâce aux scandales d'entreprise, souvent construits sur des demi-vérités et des titres incendiaires. L'article a été publié un jeudi matin. Il m'a licencié avec le sourire. Le mari qui a détruit ma carrière. L'histoire s'est répandue rapidement. Non pas parce que les gens l'ont cru. La plupart ne l'ont pas fait, mais parce que l'histoire était devenue virale. Le récit était irrésistible. Mari et femme, pouvoir et trahison. Une responsable RH sabotée par son propre conjoint. Peu importe les données. Peu importe les victimes. Peu importe les faits. Ma boîte mail a été inondée de questions, certaines sarcastiques, d'autres curieuses, quelques-unes venimeuses, puis les appels. Un journaliste du Poste m'a contacté, puis Fast Company. Même un producteur de podcast. J'ai lancé une mini-série intitulée « Conjoint contre système ». Ils voulaient tous la même chose, ma version des faits. Le mari dont la femme a tenté de le licencier. J'ai décliné tout le monde. Transformer la douleur en spectacle ne m'intéressait pas. Il n'était pas question de faire les gros titres. Il était question de système, de personnes, de vérité. Mais la lumière est restée sur moi. Elle a simplement changé. Non pas parce que je m'y suis impliqué,
mais parce que mes collègues ont commencé à se manifester. Qui avait discrètement démissionné un an plus tôt après que ses évaluations aient été mystérieusement inférieures aux attentes, a publié un fil de discussion sur son expérience. Il est devenu viral du jour au lendemain. Harper a déclaré « Je manquais d'énergie collaborative, mais mes clients m'ont dit que j'avais sauvé leur compte. Maintenant, je comprends pourquoi ces citations n'ont jamais été enregistrées dans mes dossiers. » Julian a ensuite écrit un article sur LinkedIn intitulé « Quand l'intégrité n'est pas facultative », relatant le jour où il a appris que sa liste de clients avait été transmise à Mason sans même l'avoir prévenu. Il n'a pas cité de nom, mais les gens ont relié les points. Puis Sarabi et 3 autres personnes ont lancé un blog anonyme décrivant semaine après semaine ce que cela faisait d'être effacé au vu et au su de tous. Ils n'ont pas écrit ce blog avec rage. Ils l'ont écrit avec précision, avec des documents, avec clarté. Les gens l'ont lu et ont commencé à vérifier leur propre dossier. Certains ont trouvé des incohérences, d'autres non. Mais tout le monde a commencé à y prêter plus d'attention. Et c'est là que s'est opéré le véritable changement. L'objectif n'était pas de punir Harper à jamais. Il s'agissait de rendre impossible toute nouvelle indifférence envers son espèce. Au sein de l'entreprise, nous avons continué à progresser. Au 4e trimestre, notre rapport d'impact éthique était devenu une lecture obligatoire dans tous les services. Chaque vice-président était désormais évalué sur sa conformité en matière de transparence. L'accès à la modification des données était hiérarchisé, traçable et régulièrement audité. Les RH ne pouvaient plus travailler de manière isolée. Des évaluations de performance étaient nécessaires. Validation multisource et chaque employé recevait un signalement dès que ces données changeaient. Fini les ombres et les silences polis. Un après-midi, je suis passé devant une équipe rassemblée autour d'une table près du service stratégie. Une analyste junior interpellait calmement son chef d'équipe sur un changement de métrique. J'ai raté le benchmark de 2%, a-t-elle dit, mais l'horodatage indique que l'entrée originale a été modifiée après soumission. J'ai la confirmation du client ici. Sa voix n'était pas furieuse, juste confiante. Le chef n'a pas réagi. Il a hoché la tête. Réglons ça. Ce moment m'a semblé plus important que tous les titres qu'on m'avait proposés. Cela signifiait que quelque chose avait changé. Même Lial, notre PDG, l'a reconnu lors de la conférence suivante. Nous ne sommes pas parfaits, a-t-il dit. Mais nous sommes transparents. Nous devenons un lieu où la vérité n'a pas besoin de défenseurs. Elle a un canal. Cela m'a marqué. Mais tout le monde n'était pas prêt à passer à autre chose. Lors d'une réunion de direction hors site, un cadre du marketing m'a demandé « Avez-vous déjà souhaité signer et partir ?» Je n'ai pas hésité. Non, ai-je répondu. Parce que je ne suis pas resté par vengeance. Je suis resté pour que personne d'autre ne soit sommé de partir discrètement pour avoir dit la vérité. Ils ont hoché la tête, mais je voyais le malaise dans leurs yeux. Certains ne comprenaient toujours pas. Ils pensaient qu'il s'agissait d'orgueil, de prouver quelque chose à son ex-femme, de représailles déguisées en code et en réforme politique. Mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait de quelque chose de plus profond. C'était le moment où j'ai regardé un système conçu pour m'effacer et que j'ai dit « Non, pas cette fois. Plus jamais. » Un soir, alors que je partais, j'ai vu une enveloppe sur mon bureau. Sans adresse de retour. À l'intérieur, un mot, sans nom. Merci d'avoir fait de cet endroit un endroit où je n'ai plus peur d'entrer. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin qu'Harper s'excuse. Je n'avais pas besoin que les médias me présentent comme l'homme qui a vaincu le système, parce que je ne l'ai pas vaincu. Je l'ai reconstruit. Et maintenant, le seul projecteur dont j'avais besoin était celui qui braquait la vérité. Un an plus tard, je me trouvais dans la même salle de réunion où l'on m'avait un jour demandé de signer et de disparaître. La table avait été refaite. Les chaises étaient neuves, élégantes, modernes, ergonomiques. Mais je me souvenais des anciennes. Je me souvenais du cliquetis froid de l'épingle que Harper avait fait glisser sur la table. Je me souvenais du silence qui avait suivi mon refus. Et maintenant, debout au bout de cette surface polie, face à une salle pleine de nouvelles recrues, je souriais. Ils avaient le visage frais, enthousiaste, la plupart serrant des tablettes ou des bloc-notes comme des bouées de sauvetage. Je me reconnaissais un peu en eux. La version de moi-même. Qui pensait que la performance était la plus importante, qui croyait que le travail bien fait était toujours gagnant.
Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez pour une séance d'orientation, dis-je en actionnant la télécommande pour changer la diapositive affichée sur le mur derrière moi. La plupart d'entre vous pensaient que nous parlerions de projection de croissance et de culture d'entreprise. Nous y viendrons, mais je veux d'abord vous parler de ce qu'était cette entreprise et de ce qu'elle devait devenir. La salle était silencieuse, concentrée. Il fut un temps, poursuivis-je, où les indicateurs pouvaient être réécrits, où les promotions pouvaient être réorientées, où la vérité devait mendier de l'espace entre des feuilles de calcul manipulées. Ce temps est révolu. Non pas à cause d'une politique, ni à cause d'un communiqué de presse, mais parce que quelqu'un a essayé de m'effacer et que j'ai refusé. L'un des stagiaires, un jeune homme aux boucles serrées et au blazer trop petit, leva la main. « Qu'est-ce qui vous a poussé à rester ? Après tout ça ?» J'ai hoché la tête lentement. Bonne question. J'aurais pu partir, accepter un accord, changer de secteur, mais au lieu de cela, j'ai construit quelque chose. Je les ai regardés parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit de signer et de partir discrètement. Et avant. Après l'avoir fait, j'ai décidé de leur montrer la vérité. La diapositive suivante s'est mise en place. Notre rapport trimestriel d'impact éthique. Transparent, mesurable, audité. Il retraçait les éléments qui se cachaient autrefois dans les échanges de mails et les approbations détournées. Les anomalies détectées, les recours déposés, les modifications annulées. Nous l'avons maintenant publié. Il faisait désormais partie intégrante du débat. Nous ne sommes pas parfaits. J'ai dit que des erreurs se produisent encore, mais qu'elles ne se produisent plus en secret. Et personne ne disparaît sans prévenir. Le système que nous avions mis en place s'était renforcé de trimestre en trimestre. D'autres entreprises nous avaient contactés pour s'intéresser à notre modèle. Certaines ont même demandé des accords de licence. Monétiser l'intégrité ne m'intéressait pas, mais la développer. Il y